Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 179e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer l'UFC 289. C'était ce week-end à Vancouver et il y a des choses à dire. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Maccardy, bonjour. Salut Alex. Ça va? Ah ouais, c'était bien. Hein. Ouais, c'était pas mal, c'était mieux que je pensais pour le bien, coup. surtout sur un combat, mais. Écoute, on va reparler de tout ça. Ils étaient très attendus et ils ont répondu présent. Sous pression pour sa place dans le top 15 des moyens face à Chris Curtis, Nassourdine Imavov a livré une masterclass pendant un round et demi ce samedi soir à Vancouver dans le main event des préliminaires de l'UFC 289, avant de voir un coup de tête involontaire transformer sa démonstration en no contest frustrant. Mais ce qu'il avait montré jusque-là est de très bon augure pour la suite. Sous pression aussi, avec l'envie de retrouver au plus vite une chance pour récupérer le titre des légers, Charles Oliveira a éteint un Benel Dariush qui restait sur 8 victoires de rang dans le main event du peuple et pris rendez-vous avec Islam Makhachev pour les prochains mois. Un événement également marqué par la retraite de la plus grande combattante féminine de tous les temps, Amanda Nunes. Le RMC Fighter Club fait le débrief de l'UFC 289. Amené au sol, Curtis, prise de dos, et deux crochets. Et l'étranglement, il est sur l'étranglement, il est pas loin. Ouais. Alors il est sur le menton, mais avec une bonne pression ça peut suffire. Et c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. C'était évident, c'était évident. By referee Jason Herzog, who is declared due to an unintentional clash of heads, a headbutt, he has declared this fight a no contest. Oh! Huge head kick and a left hand for Oliveira. Oh, he's hoping the... Oh, now a big right hand. Oh, stunning. Down. He's trying to get around to the back. There it is. That was that big thing that my goodness, Padilha's hurt bad. Dariush covering up. Oh, maybe not. It's over. It's over. Charles Oliveira. C'est terminé, Amanda Nunes va repartir avec sa ceinture. Donc elle reste double championne de l'UFC, je vous rappelle. Hein. Ce soir, elle défendait sa ceinture des poids bantam des moins de 61 kg. Mais elle est également championne featherweight des moins de 66 kg. So, tonight is a perfect night to retire and then live happy forever. Et merci à Max Abolin qui nous a préparé cette petite prod qui rappelait donc les trois gros événements sur lesquels on va revenir de l'UFC 289. C'était ce week-end à Vancouver, le retour de l'UFC au Canada. Ça faisait quelques années qu'ils n'y avaient pas été. Je crois que c'était avant le Covid, le dernier voyage, 2019 il me semble. On commence par le côté français quand même. Allez, on va commencer par Nassourdine, Joe. On avait présenté son combat la semaine dernière dans le Fighter Club avec l'ami Chris Genacht. J'ai résumé un round et demi où il domine, il archi-domine pour le coup Chris Curtis, très bon mix entre striking et lutte, et puis ce coup de tête involontaire il reste 1 minute 30 je crois dans le deuxième round, coup de tête involontaire, grosse ouverture sur l'arcade de Chris Curtis qui fait un peu d'acting en disant laissez-moi 2 minutes puis je vais reprendre. Finalement il reprend pas. Clairement on a vu pour tout de suite contextualiser, il a mis une photo, tu l'as vu Joe, de son ouverture après le combat. Clairement il était très 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 ouvert. Il parle aussi d'une abrasion de la cornée possible, voilà, c'était logique presque d'arrêter, mais c'est très frustrant pour Nassourdine forcément vu le combat qu'il menait jusque là. Curtis il a jamais bâché dans un combat, c'est la première fois en plus de 40 combats de MMA, donc on peut lui donner le bénéfice du doute je pense. Par contre clairement, si le combat avait été inversé jusque-là, si Chris Curtis avait largement pris le premier round et menait largement dans le deuxième, moi je pense qu'il aurait continué. Joe, qu'est-ce que tu as à me dire de ce combat? Dans les deux cas, je pense que les deux auraient arrêté parce que la coupure, elle était trop grosse. Donc c'est même logique en fait. Ce que j'ai pas trop aimé, ce qu'on n'a pas tous pas trop aimé, c'est un peu ce que tu qualifies d'acting. Je sais pas si c'est de l'acting ou pas, mais à partir du moment où la coupure est aussi profonde, il n'y avait pas d'autre issue que d'arrêter le combat. Alors après, sur le combat en lui-même, c'est vrai que c'était très très bien. Vraiment très très bien de la part d'Imavov. J'ai beaucoup aimé le côté en grappling. On rappelait dans la présentation du combat que Curtis était très difficile à amener au sol. La Nassourdine a réussi à le faire de manière assez simple. Je crois qu'il en fait 3 dans le premier round. Il dans le premier round, il arrive à lui prendre le dos. Il a montré surtout de ce qu'on appelle le hand fighting, la bataille sur les grippes au niveau des mains. J'ai trouvé qu'il était excellent, mais vraiment très très haut niveau. Tous ces niveaux-là, même je trouvais en catch control contre la cage, il maîtrisait son affaire. Contrôle des poignets, etc. C'était parfait. Bien fait, en termes de striking, on sait que quand il est relax, relâché, détendu, ça c'est beau, c'est propre et c'est surtout efficace. Après,
il faut mettre un bémol, c'est qu'on n'a pas vu le combat jusqu'au bout. Alors, t'as vu un round et demi, en gros. Le premier, c'est je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de temps, parce que je pense qu'il peut le terminer à la fin du premier round. D'ailleurs, on avait dit KO en fin de combat, nous, dans nos pronos. Ouais. Mais il y a une chose que j'aurais aimé voir, c'est évidemment la suite, parce que les qualités techniques de Nassourdine Imavov, on les connaît. On les connaît, on nous en a suffisamment parlé, on en a vu des bribes et des bons bouts même dans l'octogone. Moi, c'est plus sur la gestion du combat. C'est ça, en fait, le petit point qu'on a toujours souligné dans les faiblesses qu'on pouvait identifier chez Nassourdine. Et c'est pour ça que de le voir faire un excellent premier round, à la rigueur, c'est pas forcément une surprise. On est d'accord là-dessus. Moi, ce que j'aurais aimé voir... C'est plutôt une habitude, tu veux dire. Oui, c'est plutôt une habitude même. Mais ce que j'aurais aimé voir, c'est la gestion d'un combat qu'il n'arrive pas à finir ou face à un adversaire qui est coriace. On l'a vu contre Buckley, c'est la gestion du combat qui pêchait un petit peu. Donc voilà, c'est beaucoup de frustration. Parce que sur les qualités techniques pures, tu as raison. Même moi, je trouve que dès les premiers échanges, tu sens comment ça va tourner. Voilà, tu sens comment ça va tourner, tu sens qu'il y a un gros écart. Mais comme contre Buckley. Que tout de suite, il y a une gestion de la distance qui est parfaite, alors que de l'autre côté, ça galère. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a une classe d'écart. Comme contre Buckley. Comme contre Buckley. Donc, c'est pour ça que je pense que du côté du MMA Factory et de Nassourdine Imavov, on doit être extrêmement frustré, aussi frustré que nous, les spectateurs, parce que nous, les observateurs, on aurait aimé voir la gestion sur 3 rounds de la part de Nassourdine ou un finish. Et je pense que Nassourdine et sa team avaient sûrement à cœur de montrer les progrès et le travail entrepris dans ce sens-là. Donc c'est une bonne soirée parce qu'on a vu des belles choses, mais au final, ça doit laisser un goût très amer. Et vivement la revanche à Paris, quoi. Et tout ce qui est renforcé dans le côté amer, on le rappelle pour ceux puisque je sais que nos commentateurs Antoine Simon, Taylor Lapillus l'ont dit à l'antenne, mais pour ceux qui n'ont pas vu les combats en direct, c'est qu'il va pas toucher sa bourse de victoire, alors qu'il était parti pour une victoire et qu'il touche juste la bourse pour le combat. Donc ça, c'est très très frustrant parce que la victoire, il l'avait en main. Il n'y avait plus qu'à aller au bout du combat et la victoire, tu l'as. Et donc, on te prive de la moitié de ton salaire, en fait. terrible. C'est comme si vous faisiez votre travail, imaginez-vous, vous faites votre travail et on vous prive de la moitié du salaire pour quelque chose d'involontaire, que vous avez fait d'involontaire. C'est quand même assez terrible, hein, pour le coup. On note, tu l'as noté, moi, je tenais à souligner, parce qu'on a quand même été critique ici, et ça n'a pas toujours plu, mais de dire qu'après William Gomis contre Francis Marshall en avril, c'est la deuxième fois de suite qu'à l'UFC, le MMA Factory nous concocte un très bon game plan, qui était très bien adapté à l'adversaire et qui permet tout de suite de prendre la mesure de l'adversaire. Donc moi, je tenais à le noter, Joe. Tu parlais de la suite. Je t'ai entendu dire le mot revanche. La très bonne nouvelle aussi pour Nassourdine, c'est qu'il sort sans avoir pris trop de coups, en ayant dominé le combat. Il sera à Paris le 2 septembre. On avait un petit doute selon comment tournait le combat. Tu vois, physiquement, tu peux toujours avoir des problèmes si le combat a été une grosse guerre et que tu as pris des coups. Il sera à Paris en septembre. On en fait quoi? Est-ce qu'on lui donne ce qu'on avait, tu sais, quand on a parlé dans la preview, on avait dit qu'est-ce qui se passe en cas de victoire? Et là, on avait nos deux idées, c'était 2 top 10. Jack Hermansson qui est 10e, Roman Dolidze qui est 9e. Est-ce qu'on lui donne un des deux, vu sa performance de jusque-là dans le combat, ou est-ce que tu es pour la revanche contre Curtis? Moi, je suis pour la revanche. Curtis va pousser pour ça, à mon avis. Parce que Curtis va pousser pour, et parce que, encore une fois, je le répète, à Paris, moi, j'ai envie que ce soit une démonstration de la part des Français, et c'est un combat qu'on a déjà vu qui est spectaculaire, qui peut permettre à Nassourdine d'enflammer la foule, d'enflammer la salle. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire contre Hermansson ou Dolidze, mais il faut qu'il y ait une conclusion définitive à cette rivalité, enfin cette rivalité entre guillemets, mais à ce combat-là. Moi j'aime bien Hermansson, parce que Hermansson il a battu Curtis, il a perdu contre Strickland, tu vois, il a battu Shabazian. Il a perdu contre Vettori. Mais il y a presque un parallèle de carrière en fait entre les deux. Donc j'aime bien cette idée-là. Vous voulez vraiment l'affronter? Oui, pourquoi pas. C'est soit Curtis, soit Hermansson. Moi j'aime bien l'idée d'Hermansson. Je trouve qu'il en a fait assez sur ce qu'il a montré jusque-là, Nassour, dans ce combat-là, pour que s'il a envie de ce top 10, que l'UFC lui donne et lui dise voilà, pour ton début de combat, tu mérites Hermansson. C'est vrai aussi. Et puis en plus, c'est facile parce qu'Hermansson il est européen. Oui, banco, allez. Et c'était aussi un combat, pour finir sur ce combat, où il y avait l'enjeu du top 15, parce que s'il perdait contre Curtis qui était 14e, Nassour, ça pouvait possiblement sortir du top 15 ou être 15e ou 14e. Moi, le truc final que j'ai envie de dire, c'est que Nassourdine nous a prouvé que c'était largement un top 15. Oui, mais ça... Ce qu'on savait déjà, mais c'est encore plus un tampon, là, Joe. Malgré toutes les fois où on a pu se montrer critique envers Nassourdine, on a toujours dit que sa place dans le top 15 était tous à usurper. Donc là, c'est une confirmation. Et en fait, j'ai vu passer des messages avec des gens qui disaient oui, mais Curtis est mauvais, etc.
c'est peut-être pas un fouteur de guerre, hein, on va pas se mentir, mais la manière dont Nassourdine l'a traité, c'est la manière dont on traite un mec qui est dans le top 15 face à un mec qui est en fin de top 15. Donc c'est très bien. Exactement. Et Curtis, c'est sans doute un fin de top 15, voire maxi top 20, mais c'est quand même un bon combattant. Donc le traiter comme ça prouve ton niveau aussi. Après, encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas vu les 3 rounds, hein, parce que là, il revient, on fait le débrief en disant que Nassourdine a terminé Curtis ou que c'est une décision 30-27 claire, nette et précise ou 30-26. Et ça partait là-dessus. Plus de certitude, tu vois, mais moi, du coup, j'ai encore plus hâte de le voir combattre à Paris. Rendez-vous le 2 septembre à Bercy pour Nassourdine Imavov et on a hâte déjà de le revoir dans la cage. Allez, le gros morceau, allez. On passe au combat le plus intéressant pour nous, qui est bien sûr Charles Oliveira contre Beneil Dariush. Joe, je commence par un mea culpa, parce que même si je l'ai mis en supposition dans notre preview, j'avais dit, est-ce que c'est pas le moment où après 40 combats de MMA, Charles do Bronx Oliveira va rentrer dans sa phase descendante et tranquillement aller vers sa fin de carrière? Pourquoi mea culpa? J'ai douté de toi, parce que j'ai un peu douté de lui, et en fait j'ai douté de toi. T'es un roi, Charles, t'es un roi de Bronx, parce que tu nous as prouvé que t'étais encore là, et bien là. Donc il finit Beneil Dariush, TKO après du Grand Pound. J'ai l'impression quand même que Dariush s'est trompé de combat, à essayer de trop échanger debout avec Charles, parce qu'avec l'agressivité quand même debout d'Oliveira, il a un peu pris ce qu'il devait prendre en combattant comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Le problème, c'est que c'est galère de faire autre chose. Oui, tu veux faire quoi? Tu vas aller au sol avec lui? C'est compliqué. C'est compliqué. Tu veux essayer de le coller contre la cage? C'est compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y avait presque plus un chemin. Non. Il y avait plus un chemin pour Dariush en allant au sol, où il a les armes, comme tu en avais parlé dans la preview, que de jouer debout face à un mec qui a une telle agressivité. Je m'écoute plus, c'est terrible. Je te regarde plus. Comme un vieux tu me regardes plus, tu m'écoutes plus. Non, ce qu'on avait dit, c'est que Dariush avait les armes pour ne pas se faire soumettre par Charles Oliveira. Être l'antidote. Être l'antidote pour ne pas se faire soumettre, et j'avais du mal à voir Oliveira réussir à soumettre Dariush de sa garde. C'est une chose qui a pu se vérifier pendant le combat, parce que pendant le combat, ça je vais revenir après, désolé, c'est un peu décousu. Toi tu dis qu'il y avait un autre chemin, non, en fait il n'y avait pas d'autre chemin, parce que si tu veux le coller contre la cage, le grinder, Oliveira va tirer la garde. Comme ça s'est passé. À un moment, ils ont un double under, enfin un overhook et un underhook chacun. Et Oliveira ne cherche pas trop à éterniser l'échange, il tire la garde. Donc au final, tu peux pas maintenir le combat à ce niveau-là. Ensuite, une fois que ça atterrit au sol, qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'avais dit que Dariush, je le voyais mal faire soumettre par Oliveira. Mais à un moment, il y a une entrée hyper technique d'Oliveira. Donc Oliveira prend Dariush dans sa garde fermée. Déjà, il balance des gros coups de coude qui font des dégâts, je pense. Donc ça, on n'y avait pas pensé, que ce soit Chris Gennart ou moi. Je pense qu'on avait on savait qu'Oliveira était capable de faire ça, mais avec autant d'impact, moi personnellement, j'avais du mal à l'imaginer. Donc tout ce qui est défense de clé de bras, de triangle, avec la base, la posture de Dariush, oui, c'était très bien. Je maintiens à dire que tu refais le combat 10 fois, j'ai du mal à voir Oliveira réussir à soumettre Dariush de sa garde fermée avec des triangles ou des clés de bras. Mais à un moment, Oliveira, je crois qu'il passe en reverse de la riva, il inverse et il entre dans ce qu'on appelle le saddle. Alors on va faire John Danner, Inside Sankaku. Non mais en gros, explique pour nos auditeurs. Il bloque une des jambes de Beneil Dariush entre ses deux jambes. C'est-à-dire qu'il a sa jambe intérieure qui est au-dessus de la jambe de Dariush et l'autre jambe qui est sous la jambe de Dariush, ce qui fait qu'en fait la jambe est trappée et il a une clé de talon qui est à sa portée. Il a une clé de talon qui est à sa portée. Je pense que ça se joue à un dixième de seconde pour que Oliveira arrive à gripper le talon de Dariush, enfin gripper les orteils de Dariush pour enclencher le mécanisme sur le talon. Dariush se relève et lève la jambe, ce qui est dangereux, mais qui peuvent fonctionner. Donc là, il y a une défense. Je crois que ça, je sais pas si tu l'avais noté, mais c'est passé à... T'es pas loin, quoi. Est-ce que tu l'avais vu? Non, c'est passé à une demi-seconde pour qu'Oliveira attrape la jambe de Dariush. Alors je pense aussi qu'il a... Je vois exactement de ce que tu parles maintenant que tu me le rappelles. Quand il rentre, il inverse et il ferme le triangle sur la jambe de Dariush. Ça, c'était magnifique, cette entrée. Elle était vraiment très, 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 très belle. Il était dans la position où normalement c'est fatal, tu vois. Mais on avait vu notamment dans son combat contre Kevin Lee que ses entrées de clé de jambe, c'est pas non plus sa spécialité. C'est pas Gordon Ryan ou Craig Jones, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que non, il n'y avait pas d'autre chemin en fait. Il était obligé d'échanger debout parce qu'au sol, défensivement ok, mais offensivement c'est compliqué. Et debout, voilà. Hein. Mais donc s'il se trompe pas de combat, on a vu Dariush trop beau? Parce qu'on est beaucoup à l'avoir vu vainqueur de ce combat-là. On l'a vu trop beau? Non, on l'a pas vu trop beau. C'est juste qu'Oliveira est
dans la discussion. Ou alors on n'a pas vu Oliveira assez haut. Il est dans la discussion pour être qualifié de plus grand lightweight de tous les temps. 100 fois. C'est un débat qu'il faudra faire un autre jour parce qu'il a des défaites et qu'il a perdu contre Islam, etc. Mais si tu regardes, il a un parcours tellement différent de Khabib que le débat est sympa parce qu'il a un parcours très différent. Oui, parce qu'il est rentré à l'UFC à 20 piges et tout. Mais si tu regardes les accomplissements qu'il a pris et qu'il a terminé, c'est quand même extraordinaire. Donc non, Dariush, même sur la séquence du finish, je vais te dire, tu vois que Dariush c'est du très haut niveau. Parce que quand Oliveira drop Dariush, touche Dariush avec le high kick et que Dariush est sonné et qu'il tente un single leg en étant sonné sur Oliveira, à quoi tu t'attends? À ce que ça passe pas. Non, tu t'attends à ce qu'Oliveira fasse quoi? Sur le où il tente le. Dans cette séquence-là. Qu'il le prenne, qu'il aille. Oliveira va pour prendre le dos. Ouais, c'est ça. Il va pour prendre le dos. Dariush est quasiment dans une position de tortue. Oliveira tourne parfaitement pour aller chercher le dos de Dariush. Et tu sais que sur ces séquences-là, Oliveira, c'est de la maîtrise à 200%. Ouais, complètement. En général, tu mets quelqu'un en turtle face à Oliveira, ça se termine dans le dos à 99% du temps. Il n'y a pas d'erreur. Et là, Dariush, même en étant sonné, tu vois que c'est du haut niveau parce qu'il roule parfaitement à l'intérieur pour recomposer sa garde. Et là, tu vois son niveau de lutte et de grappling. Et puis finalement, comme il est trop sonné, Oliveira le termine en grand end-pound. Mais jusqu'à la dernière de seconde, Dariush fait ce qu'il faut. Ça monte le haut niveau. C'est un combat de haut niveau, mais c'est juste qu'Oliveira a été trop fort, quoi. C'est quand même beau d'avoir vu cette perf de... Je te dis, moi, c'est pour ça que quand je te dis mea culpa, c'est que c'était une supposition ce que je faisais. Je le voyais vraiment être sur une pente descendante. Je pensais que, tu vois, mentalement, en étant devenu superstar, avec l'argent qu'il a gagné et tout, je pensais que... Pourquoi hein. Je pensais que mentalement, il y aurait une descente et en fait, elle n'est pas là, quoi. Tu sais que... je l'assume. Je suis le conducteur principal du train d'Oliveira. Contrairement à ce que c'est pas les tutos machin. Rappelle-toi après Jared Gordon. J'ai vu tes batailles sur les internets pour revendiquer. Après le Go sur Gordon, j'ai dit il va être champion. Gordon. Et c'était toi et je sais plus qui il y avait avec moi qui m'ont dit qu'est-ce que tu racontes. C'est Laure Lapillus. Qu'est-ce que tu racontes. C'était Laure Lapillus qui peut confirmer. Mais le truc c'est qu'il est trop fort. Il est trop fort. En fait, c'est une machine de destruction. Et je peux comprendre pourquoi tu doutais, parce qu'il y a un truc, tu vois, moi, qu'il adore, il a un côté qui est extrêmement gênant, quoi. Quand il s'exprime, il a un côté un peu cringy, un peu, totalement. Tu sais, j'ai des dents neuves, j'ai les cheveux délavés, et puis j'ai une Ferrari, et puis il a un peu, je suis illuminé par les dieux, il a un côté qui est un peu gênant, tu vois, il est totalement cringe, mais l'athlète est incroyable. C'est juste, c'est pas parce que t'as perdu contre un mec qui est un extraterrestre, qui est très fort, et en plus, il y a la possibilité que t'aies été dans un mauvais soir, que t'es forcément terminé. Non, après... Moi, je te le pardonne. Hein. Il a 33 ans, il a 40 combats de MMA. Je crois, 44. Le run est fabuleux. Il a pris beaucoup de dégâts. Ça, faut pas l'oublier. Il y avait des raisons de douter. Mais là, il y a une autre chose que j'ai trouvé vraiment très très bien. C'est qu'il a pris très peu de dégâts dans ce combat-là, contrairement aux autres fois. Par contre, il en a mis quand même. Il n'est pas coupé? Ouais. Non, je suis d'accord. Normalement, il est coupé au bout de combien de temps? Il commence à saigner. Au bout de 20 secondes, il commence toujours à saigner. Il se prend toujours 2-3 patates où tu as l'impression qu'il est totalement sonné. Là, il sort nickel. Puis il y a quand même pas d'équivalent chez les légers sur cette agressivité debout qu'il a, quoi. T'as des striking qui peuvent faire mal hein, dans cette catégorie. Il y en a un. Les gadgets, les poiriers, ça peut faire mal. Mais lui, l'agressivité qu'il met, c'est quand même une machine, quoi. En termes d'agressivité, Gaethje et Connor, c'est pas mal. Chandler aussi, tu peux Chandler premier round. Gaethje, Connor, Chandler. Si, il y en a en fait, je rebondis là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il t'avance dessus avec. C'est pas ça la diff. C'est pas ça la différence parce que Gaethje, Connor, Chandler et même Poirier, il t'avance dessus. Il t'avance pas. Ouais, je vois ce que. Mais Oliveira, il est techniquement toujours propre quand il attaque. Sa défense, elle est poreuse. Mais techniquement, offensivement, tout ce qu'il fait techniquement, c'est extrêmement propre. C'est le striker le plus technique offensivement de la division et de loin, de très, 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 très loin. Et puis, il y a de la puissance aussi dans ses coups. Il a c'est Gaethje qui dit qu'il n'a jamais été cogné aussi fort. Quand il touche, ça fait mal. Hein. Et puis là, en fait, tu vois, même sur le high kick, alors on savait qu'il avait de la foudre dans les mains, mais tu vois, sur le high kick, ce qu'il faut que tu regardes, c'est la manière dont Dariush le reçoit. C'est-à-dire qu'il l'amortit sur son poignet. Et normalement, tu sais, quand tu as le coup que tu le prends, même si tu le défends, tu as tendance à déporter sur un côté, ce qui est logique, c'est la force. Tu vois. Et là, l'impact est tellement fort que Dariush, ça le fait reculer. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un coup qui arrive sur le côté et ça te fait pas reculer sur le côté, ça te fait reculer en arrière. C'est que le coup était vraiment brutal, quoi. Donc, écoute, il y a une autre chose qu'on n'avait pas soulignée dans la présentation et qui était quand même amusante, c'est qu'on avait deux héritiers du chute box. Entre Dariush qui est entraîné par Rafael Cordero et Oliveira qui est Diego Lima chute box. C'était un combat brésilien en fait. Ouais, exactement. Et voilà, c'était agressif, c'était technique. Dariush a été technique jusqu'au bout, même dans ses malheurs. Franchement, c'était un régal. Ça dure 4 minutes 10.
je les ai regardés 3-4 fois, quoi. C'est du haut niveau. Hein. Ouais, c'est hypnotique. C'est du haut niveau. Et il y a un autre truc chez Oliveira, c'est que il a ce côté hypnotique en fait. Je t'ai dit, il est gênant, mais quand il entre dans la cage, il est captivant, quoi. Est-ce qu'on a vu un lightweight aussi c'est quoi, entertain? C'est aussi divertissant plus divertissant que lui. Franchement, mais non. T'as raison. Moi, je me faisais la réflexion aussi. Je trouve qu'en effet, il est devant ses combats, t'es juste coaché, quoi. Tu regardes Charles et tu veux pas rater une seconde de l'action. Et je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Aujourd'hui, moi, je le mettrais en fait, avec les retraites qu'il y a eu et tout, je le mets dans le top 3 des superstars de l'UFC aujourd'hui. Avec John Jones, Chimaev, Adesanya. Jones, Chimaev et lui. Je les mets même au-dessus d'Adesanya, ces gars-là. En termes de ce qu'ils délivrent dans la cage. Ouais, et puis d'attente autour d'eux, de côté hypnotique, et t'as envie de les voir fighter quoi qu'il arrive. Moi, je le mets même au-dessus d'ici. Mais c'est très perso, hein, c'est subjectif. Ouais, je peux comprendre. Après, attention, Adesanya, ça reste Adesanya. Ouais. Attends, tu vois, Adesanya est juste en dessous. Hein, c'est autre chose. Mais c'est une des superstars de l'UFC aujourd'hui, Oliveira, on est d'accord. Bien sûr, tu regardes le nombre de pay-per-view qui sont vendus, tout simplement. Et il vend beaucoup de pay-per-view, contrairement à ce qu'on pouvait penser à un moment. Alors après, moi, ce que je trouve très intéressant chez lui, c'est que on a la confirmation qu'il n'est pas terminé. Non. Et j'ai l'impression que là, il est revenu, que de perdre sa ceinture, ça l'a fait progresser. Il est revenu dans le bon état d'esprit. Et on parlait de sa défense, j'ai trouvé que défensivement, il avait resserré 2-3 boulons. Et alors, est-ce que tu as vu des choses qui te font penser à un scénario différent si ça se retrouve en octobre à Abu Dhabi contre Islam Makhachev pour la revanche? Non. Moi non plus. C'est ça le problème. Non, mais je vais te le présenter autrement. Et que si ça va au sol, une nouvelle fois, Islam peut le dominer. Je vais te le présenter autrement. On disait, Dariush, ça va être la même chose qu'Islam au sol, c'est-à-dire qu'il va être capable d'étouffer par le contrôle Oliveira. Bon, là, on a vu qu'il avait adopté une autre stratégie quand il avait Dariush dans sa garde. Il n'a pas tant essayé d'attaquer sur son dos, à part sur la clé de talon. Okay, il a plus cherché à casser la posture de Dariush avec un double collar tie et puis de lui mettre des coups de coude, de faire des dégâts. Je pense que c'est un truc qu'il a appris du combat contre Islam, de se dire soumettre ces gars-là de ma garde, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, je peux leur mettre des dégâts. Par contre, je peux essayer de leur mettre des dégâts, et puis quand j'en ai assez, je me relève. C'est ce qu'il a très bien fait dans ce combat-là. Au final, des dégâts qui comptent pour les juges. L'attaque de la clé de jambe, pour moi, elle n'est pas anodine. Il avait déjà fait contre Kevin Lee, contre un lutteur qui a une grosse base, une grosse pression au sol. Ça n'avait pas fonctionné. Il a une finition par clé de genou et par compression de mollet, il me semble, à l'UFC, mais contre des adversaires un peu moindres. Ouais. J'ai en tête ces paroles du père de Khabib qui disait « Moi, le seul truc qui m'angoisserait un petit peu, ça serait de tomber sur un mec qui est chaud en clé de jambe. Parce que ça peut être compliqué pour un lutteur de défendre les clés de jambe. » On va rappeler à nos éditeurs d'écouter le podcast qu'on a enregistré avec Craig Jones qui nous explique pourquoi et comment. S'il arrive à implémenter ça à Islam, ça peut un petit peu changer la donne. Après, évidemment que Makhachev est très très favori et qu'à mon sens, l'issue du combat sera la même si je vois quand même un combat un petit peu plus compétitif. Peut-être un peu plus. Mais ce que je vais te dire, c'est très simple. C'est que là, s'il y a la revanche, il a une chance de plus de faire un miracle. Oui. Et est-ce que quand tu parles de Charles Oliveira, on est à l'abri d'un miracle? Et est-ce qu'on ne doit pas, sur une revanche, est-ce qu'il ne doit pas refuser le sol? Je suis provocateur là, presque. Oui. Pour aller, tu vois, parce qu'il est tellement agressif. Voilà. Mais c'est exactement ça. Est-ce que tu peux refuser le sol face à Makhachev? C'est compliqué. Mais tu vois, mais philosophiquement, tu vois ce que je veux dire? C'est trop compliqué de refuser. Pour changer le scénario, il doit sans doute refuser le sol. C'est trop compliqué de refuser le sol face à Islam. Et je te le dis, pour moi, Oliveira, c'est l'homme qui est capable de faire des miracles, tu vois, des soumissions highlight, qui est capable de sortir un lapin du chapeau. Bon, bah là, je te le présente comme ça. Il a une nouvelle chance de sortir le lapin du chapeau. Et on va voir si ça et il n'y a personne d'autre que lui pour le faire. Alors évidemment, il ne sera pas favori, mais on verra. Après, il y a aussi une autre chose. J'ai écouté un très bon podcast. C'était Israel Adesanya et Craig Jones parler du combat de Volkanovski contre Islam. Et c'est vrai que peut-être que Volkanovski a enlevé un peu de cette mystique autour de l'invincibilité des Dagestani. Donc ça peut aussi peut-être jouer si on veut mettre tous les ingrédients. Ouais, bien sûr. Jouer même sur le mental, à se dire, sur la psyché. J'ai vu qu'il y avait une route pour le faire. Mais après, il y a un truc qui reste, c'est que la différence de taille, quoi. La différence de gabarit. Alors certes, tu me diras, Volkanovski, il y avait une très grosse différence de gabarit, mais Volkanovski étant tout petit avec un centre de gravité très très bas, c'est pas vraiment le même morphotype que Oliveira qui est un peu longiligne, quoi. Donc on verra. Ce sera observé. Après, une dernière chose qu'on n'a pas souligné,
et qui pour moi est très importante, c'est par rapport à ce que tu disais sur il est fini ou pas. Détail pour toi, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Il arrivait à 154 pounds pour la peser. Ouais. Lui qui avait du mal à faire le poids. Lui qui botchait les pesées régulièrement. Ouais. Non, il les a botchés en featherweight. Oui, en featherweight, bien sûr. Et dernière question sur ce thème-là, parce qu'elle était sous-entendue quand je te disais est-ce qu'on va voir quelque chose de différent contre Islam Makhachev en octobre à Abu Dhabi. On a Dustin Poirier contre Justin Gaethje le 28 juillet. C'est une dinguerie de se dire que ça peut être le vainqueur de celui-là peut être le mec pour le titre contre Makhachev. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que moi, je suis l'UFC, au moins je me dis je vais voir autre chose. Je vais pas refaire tous les ans à Abu Dhabi Makhachev Oliveira. Oui, mais c'est une dinguerie parce que Oliveira les a nettoyés. Tout à fait, ça je te dis pas le contraire. Et que les deux ont chacun eu 2 title shots déjà. Mais je te dis, on fait le title shot là et Oliveira, on te promet, tu prends le vainqueur. Celui d'après. Au Brésil en janvier. Ils ont gagné celui d'après. Mais les deux ont déjà eu 2 title shots et les deux se sont fait laver par Charles. Donc il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique. Par contre, ils n'ont jamais affronté Islam. Ils ont affronté Rabib, donc on peut dire qu'il y a. Oui, mais tu peux me dire qu'ils ont déjà affronté Islam en fait. Écoute, je vais te mettre plusieurs arguments qui font que il y a 99% de chances que ce soit Oliveira. Oui, je pense aussi. Moi, je suis provocateur un peu là-dessus. C'est que, je te le redis, ils ont eu 2 title shots chacun. Le deuxième, c'est qu'Oliveira les a nettoyés. Et le troisième, on va pas se mentir, hein, Oliveira, on l'a dit, il vend. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait la diff aujourd'hui. Il vend. Et je pense que la rivalité entre Oliveira et Makhachev, ça vend aussi. Et Oliveira a fait ce qu'il fallait pour planter cette petite graine qui te dit il peut peut-être le faire. Ouais, bien sûr. Et puis bon. Poirier et Gaethje, tu sais très bien qu'ils peuvent pas. Puis en plus, Poirier et Gaethje, même s'il y a 3 mois d'écart entre les deux, ça se trouve, ils vont se faire une telle guerre qu'ils pourront pas combattre tout de suite. Ils pourront pas combattre tout de suite. C'est quand? C'est le 29 juillet à Salt Lake City. Le même soir que la carte d'Abu Dhabi, elle est en octobre? Elle est vers le 20 octobre. 3 mois. 3 mois pile. Oui, bon, 3 mois, c'est pas suffisant. Non, vu la guerre qu'ils vont se faire. C'est le même soir que Spence Crawford, pour le coup. Il faudrait qu'ils se remettent. Pour affronter Islam, il faut un minimum un training camp de 2 mois. Il faudrait qu'ils prennent juste 1 mois de repos. Non, c'est pas possible. Non, écoute, le vainqueur sera au show pour prendre le vainqueur de Islam contre Charles. Non, je pense que le vainqueur sera au show pour prendre le vainqueur de Conor Chandler. Ça, c'est possible aussi. Pour le côté vendeur, ça t'a. Oh, j'en ai marre de Poirier McGregor. J'en ai marre. Bon, on passe au dernier thème de cette UFC 289, l'hommage à la reine Amanda Nunes. Victoire donc d'Amanda Nunes, c'était le main event, c'était le combat principal de cette soirée, défense de titre pour Amanda Nunes, le titre des coqs, des bantamweight contre Irene Aldana, qui déjà, je pense, Aldana, et d'ailleurs, elle a mis un message sur ses réseaux sociaux, je pense qu'elle va regretter longtemps cette soirée parce que, alors, tu vois, elle a pas fait son combat. Quand c'est le plus gros combat de ta carrière, elle a pas été au rendez-vous, clairement. Et je pense que tu as des regrets quand tu es dans ce cas-là. Et à l'issue de ce combat-là, Amanda Nunes, elle ne pose pas que les gants, elle pose les 2 ceintures, puisqu'elle part en étant double championne quand même. Alors la catégorie featherweight des plumes, on vous le dit déjà, elle va mourir avec la retraite de Amanda Nunes. C'est embêtant pour Zara Fern. Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Non, elle va être coupée. C'est vrai, mais toutes les featherweight vont être coupées. On savait qu'elle allait être coupée, mais voilà. Toutes les featherweight vont être coupées. Dana White l'a confirmé en conf, ça va mourir avec elle. Les 5 combattantes featherweight. Exactement. Mais elle part plus grande combattante de l'histoire. Il n'y a même pas de débat sur ça. On rappelle 2-3 trucs rapidement, mais c'est 11 victoires dans des combats pour le titre. Jamais aucune femme, 8 chez les bantams, 3 chez les featherweight. Seul John Jones, Georges Saint-Pierre et Demetrius Johnson ont fait mieux. Plus grand nombre de victoires dans l'histoire des bantams, 12 victoires de suite, invaincu pendant 6 ans et demi. Un des 4 plus grands règnes single, donc seul règne de suite avec près de 2000 jours sur un seul règne. En règne cumulé, c'est la numéro 1 avec près de 4000 jours cumulés avec ces 2 ceintures. C'est la première à avoir défendu victorieusement 2 ceintures alors qu'elle était double championne en même temps, ce que les hommes ne faisaient pas. Number 1 all time. La numéro 1 de tous les temps, Joe. Oui, déjà, elle sera au Hall of Fame. C'est la plus grande combattante féminine de l'histoire. Ça, il n'y a pas vraiment de doute à avoir là-dessus. Même si, juste pour le débat, faut pas oublier ce qu'a fait Cyborg en dehors de l'UFC. Tout à fait. Voilà. Moi, en fait, j'allais te dire, elle est GOAT incontestée pour moi. C'est la plus grande de tous les temps incontestée parce qu'elle a matrixé Cyborg en 50 secondes. Ouais. Et c'est ce qui fait S'il n'y avait pas ce combat-là, il y aurait débat avec Cyborg. Après, elle l'a battu sur la fin de Cyborg aussi. Bien sûr, Cyborg, Justino, la brésilienne, championne au Bellator aujourd'hui, championne dans de multiples organisations, qui est largement considérée dans le top 3 all-time, Cyborg. Elle est numéro 2. Ouais. Après, ça, c'est juste pour le débat. Donc, mais sinon, oui, elle est numéro 1. Après, sa retraite, moi, elle me laisse un goût un peu amer. Parce que je pense qu'elle a pris le chemin facile. En acceptant ce combat contre Aldana. On voulait tous voir 2 combats.
Enfin, un combat en particulier, c'était la trilogie contre Shevchenko. Je pense que la défaite de Shevchenko contre Grasso, ça a mis un peu du plomb dans l'aile de tout ça, parce que sinon, je pense que Nunez aurait prolongé d'un combat et aurait pris sa retraite après. Je vais te dire c'est possiblement, je pense, le combat qu'on aurait eu le week-end dernier. Si Shevchenko avait pas été battu. Ouais, en termes de timing, ça aurait été. En termes de timing, ça collait. Bon, bah voilà, ça c'est dommage. Je pense que c'est quelque chose qu'on voulait tous voir. Et bon, j'hésite à le dire, mais bon, si. Bon, elle est à 1-1 contre une combattante pas vraiment forte contre Peña, donc on aurait voulu qu'elle finisse la trilogie. Après, D'ailleurs, t'as vu que Peña gueulait sur le côté. Gênant. Ouais, c'est gênant parce qu'en plus, tu te rends compte que en fait, Peña. Ne compare pas Anderson Silva. Ne compare pas Anderson Silva. Et tu te rends compte que Peña, elle gueule uniquement parce qu'elle sent. Parce qu'en fait, une fois que Nunes s'en va, Peña, elle perd totalement de sa. Tu vois, ce qui nous intéressait avec Peña, c'est de voir un troisième combat. Bon, après. Elle perd quand même de son. Tu vois, elle perd de son côté vendeuse en fait. Quand elle a un chemin pour la ceinture tout tracé. Par contre, c'est tracé. Ton meilleur souvenir, juste de Nunes, j'avais 2-3 petits trucs comme ça avant. C'est simple. Cyborg. Bah oui, pas de. C'est quand elle met KO Cyborg aussi rapidement. À l'époque, tu te disais non, mais Cyborg va la brutaliser. En plus, c'est dans la caté du dessus en 66 kilos. Il n'y avait pas de doute à l'époque que Cyborg allait rouler. Enfin, beaucoup de gens pensaient que Cyborg allait rouler sur Nunez. Et puis au final, elle la déboîte. Elle n'a pas d'autre mot. En 1 minute. 51 secondes. En moins d'une minute. 51 secondes. Ouais, non. C'est évidemment ce combat-là. Et puis, un petit peu, je me rappelle quand même la prise de pouvoir à l'UFC 200. Contre Miesha Tate, elle lui détruit le nez. Mais c'est une dinguerie. Elle lui détruit le nez. Et rappelez-vous, Miesha Tate avait quand même pas mal de hype derrière elle. Elle sortait d'un gros combat. Mais tu coupes ton portable, monsieur Arvinet, c'est pas possible un peu. J'en ai un, je t'expliquerai ça en off, mais j'ai dû changer de téléphone. Oui, monsieur Arvinet, 40 ans passés, il a un nouveau téléphone, il sait pas comment le couper. Voilà, j'ai pas ça bug un peu sur les débuts. Les lacunes technologiques. Ça, c'est l'âge. Non, mais rappelle-toi, quand Miesha Tate prend la ceinture, le combat est magnifique. Tu sais, c'est contre Holly Holm. Au 5e round, elle arrive à étrangler Holly Holm après un combat très difficile. Et voilà, Nunez qui avait quand même eu une défaite notamment un peu bizarre, tu te rappelles, contre Kat Zingano. C'était sa dernière avant le gros run. Ouais. Kat Zingano qui avait perdu son mari juste avant. Je sais pas si tu te rappelles de ce combat-là, quand on est dans les petits remember des combats féminins. Je sais qu'on n'a pas le spécialiste, le docteur des combats féminins qui est Aldric Cassata, qui les a tous vus 10 000 fois, toute catégorie de poids confondue, toute organisation. Mais elle venait de perdre son mari et en fait, elle la termine en lui hurlant dessus. Enfin, c'était un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre. C'était un peu triste comme moment. Et on se disait, ouais, le problème de Nunez, c'est qu'elle a pas de cardio, quoi. Tu vois, et au final, en fait, même cette petite lacune qu'on suspectait, elle a répondu parce qu'elle a par la suite enchaîné avec des combats en 5 rounds et en 3 rounds. Donc voilà, UFC 200 contre Miesha Tate, très gros combat. Et Cyborg. Mais après Zingano, elle fait ses 6 ans et demi sans être battue. Donc c'est le début du run. Est-ce que Peña... Attends, je t'ai pas une question juste d'abord. Ah, vas-y, excuse-moi. Parce que quand on était dans le souvenir, mon autre souvenir, c'est forcément quand même Ronda Rousey. Parce que même si Ronda avait déjà perdu sa ceinture et que tout le monde savait que Ronda n'était pas au niveau auquel on avait voulu la placer, qu'elle était plus l'icône que la vraie meilleure combattante, bah c'était un tampon, je trouve. C'était le tampon de dire ce début du MMA féminin avec des stars, mais qui n'étaient pas forcément les meilleures combattantes, mais qui étaient des stars. Et ben moi, j'arrive et je vous montre qui est la patronne et qui est la vraie championne, la vraie combattante. Tu te rappelles de tes commentaires? Joe Rogan disait Nunez est en train d'allumer Ronda comme un arbre de Noël parce que c'était au moment de Noël. She's getting tight like a Christmas tree. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis le chaos sur Holly Holm, il est brutal. C'est Holly Holm. Et tu vois tous les noms qu'on dit, ça rappelle, elle a battu tout le monde, juste. Rousey Nunez refait toute sa carrière, elle a battu tous les grands noms de l'UFC. Elle a battu Shevchenko 2 fois d'ailleurs. J'allais dire tout sauf Valentina. Parce qu'il y a eu controverse quand même, notamment sur le deuxième. Mais voilà, c'est un woo-woo. On la placerait haut. C'est la dernière question là-dessus. Si tu faisais un pound for pound de l'histoire mixte. Selon les accomplissements, on va pas dire si on les mettait ensemble dans la cage parce que ça n'a aucun sens face à un John Jones. Mais sur les accomplissements, tu la mettrais où dans un pound for pound mixte? Elle est top 5. Elle est top 5, largement. Elle est top 5. Voire top 3. Ouais. Est-ce que pour toi c'est une tâche ou enfin c'est une astérix ou est-ce que ça fait partie de la grandeur, la défaite contre Peña? C'est dur à répondre. Il y a un petit astérix quand même. On est d'accord? Ouais. Il y a un petit astérisque quand même. On a la même avis, vas-y, pourquoi? Mais parce que déjà, c'est pas une combattante non plus de super haut niveau, je trouve, Peña. Et puis, elle est pas là. Argument refusé. Et non, moi, ce qui me dérange, c'est que ce soir-là, je trouve qu'elle est déjà. Je sais pas si dans sa tête, elle a pas déjà bâché un peu ce soir-là. Argument refusé. Le bon argument. J'ai juste un. Tu vois, non, argument refusé. On ne discute plus, c'est un maître de conférence qui me dit oui ou non. Non, tu vas être d'accord avec moi, je pense.
Regarde, Georges Saint-Pierre, il a une défaite contre Matsera, contre un mec qui est un nobody à l'époque. Oui. Qui venge derrière. Il revient, il venge et il le termine, mais salement. Ah, juste parce qu'elle la termine pas dans le deuxième. Mais attends, mais le deuxième, c'est synchrone de. Faut le terminer. Elle la martyrise. Oui, mais faut finir. Ouais, je vois. Moi, j'aime bien aussi quand on fait synchrone et qu'on met 50-45 et qu'il n'y a pas de doute. T'as l'image encore de GSP qui détruit Matsera avant l'arrêt de l'arbitre. Ah, mais j'avoue. C'est ça qui fait les moments iconiques. Ouais, c'est ça qui fait les moments iconiques. Et là où tu te dis, la défaite, en fait, le mec est revenu encore plus méchant, plus féroce, plus fort. Et là où ça va être intéressant, c'est la suite pour Sakate. Tu disais Peña forcément est en première ligne, puisqu'on parlait de la trilogie pour fighter pour le titre vacant. Mais qui tu lui mets? Parce que quand tu regardes la catégorie, c'est assez dévasté, cette catégorie des bantams. Enfin, il y a une Raquel Pennington qui est bien placée, des choses comme ça. Et ça va faire un jeu de chaise musicale, parce que je sais pas si tu as vu ce week-end, mais dès qu'il y a eu l'annonce de Nunes, une Erin Blanchfield, dont on parle contre Manon Fiorot à Paris, la petite américaine qui monte chez les flyweight, elle a déjà fait une sortie médiatique pour dire, je suis là, hein. Si vous voulez un adversaire pour Peña pour que je devienne la plus jeune femme championne de l'histoire de l'UFC, je suis là, je peux le prendre en bantam. Non, moi je sais ce qu'il faut faire. Je pense, tu vois, peut y avoir un jeu de chaise musicale par rapport à cette place libre pour le titre des bantams. On va pas se mentir, faut fermer la catégorie. Faut la fermer? Non, je rigole, mais c'est juste que pour l'instant c'est un peu dévasté, quoi. Non, mais tu sais où je veux aller? Je veux même aller jusqu'à. Tu sais que moi je suis Manon Fiorot. Je mets un petit message à l'UFC, je leur dis si la place vous voulez me la donner, je dis pas non. Oui. Parce que c'est une super opportunité d'aller prendre une ceinture vite, en fait. Je sais pas. Dans une KT qui est très dévastée. Fais-moi le top 5. Une des meilleures de la KT, t'as Pennington, Holly Holm, Juliana Peña, donc Irene Aldana, mais qui, vu ce dont elle sort, tu la mets pas, et j'ai pas la 5e. J'en ai 4 des 5. Et moi, celle que je verrais presque une des plus gros potentiels pour le titre, c'est la brésilienne Mayra Bueno Silva, qui doit être 8 ou 7. Que Manon avait battu largement je vais te dire la vérité, au moment du Covid. Et tu sais qu'il y a une 8e là, j'ai plus le nom. J'ai un gros trou de mémoire, mais j'ai plus le nom. Dans la catégorie bantam, tu as une fille qui sort d'une grosse blessure au genou, de plus d'1 an sans combattre. Et pendant le temps où elle était blessée, elle est passée de 11e à 8e. Ouais. C'est l'état de la KT. C'est-à-dire, en étant blessé, tu gagnes 3 places au classement. Moi, je vais te dire la vérité, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Autant tu regardes la profondeur. Ça m'intéressait pour Manon. Non, mais tu regardes la profondeur à 115 et à 125. C'est-à-dire dans les deux catégories en dessous, c'est quand même assez fabuleux. Tout à fait. Il y a des c'est largement les deux meilleurs. Et même le niveau technique, je trouve qu'il est très très fort dans les deux. Largement. Là, à 135, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui sont là parce qu'elles refusent d'être disciplinées et de descendre à 125. Écoute, je sais pas, je pense que c'est juste un creux générationnel parce que, il y a un moment quand même, c'était une catégorie qui était hyper intéressante quand il y avait à leur prime, il y avait Misha Tate, Holly Holm et compagnie. Total. Là, c'était une super caté à l'époque. Ça demande il faut un peu de brassage, il faut un peu que ça se renouvelle. On verra, on fera le point dans 1 ou 2 ans. Pani Kianzad, c'est elle qui avait progressé de 3 places en étant blessée. Elle est même aujourd'hui 7e. Elle est passée de 11e à 7e avec une blessure. Non, mais tu vois l'état de la KT, tu gagnes 4 places en étant. Et la dernière du top 5 que je t'ai pas cité, Kathleen Vieira. Je viens de récupérer. Ouais, ok. On est loin de la grosse époque des bantams en tout cas. Après, Rousset, Tate, Nunes, Holm. Moi, je vais espérer que Manon prenne la ceinture à 125 et puis ensuite on monte faire double champ. Allez, on y va dans les bonnes prédictions. Merci Joe pour ce débrief de l'UFC 289. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures parce qu'il y a beaucoup de gros combats qui arrivent à l'UFC comme ailleurs et aussi en boxe bien entendu. On va se retrouver très vite. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous voulez. Ça nous fait progresser. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.